Le concept de bonheur n'existe pas. Ça n'a aucune raison d'exister d'un point de vue biologique, le bonheur. Sinon, une fois qu'on est heureux, on n'a plus besoin de rien faire et donc on disparaît. Puis c'est qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que nous sommes. Toutes les questions de la philosophie en fait. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Ils disent ouais mais il restera la créativité. Mais je leur dis la créativité c'est un algorithme. Ouais mais les machines n'ont pas d'émotions. Mais les émotions c'est des algorithmes aussi. L'IA arrive, le salariat meurt. Est-ce que les deux sont reliés? Est-ce que la technologie va remplacer? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Almost Human. J'ai vu passer mon invité d'aujourd'hui sur BFM qui parle d'innovation, d'IA depuis très longtemps et il se trouve qu'il a répondu à mon post LinkedIn, à mon message sur LinkedIn super gentiment et aujourd'hui on se retrouve pour enregistrer un super épisode sur l'IA. Je souhaitais te recevoir. Bonjour Stéphane. Salut, merci de m'inviter. Avec plaisir. Je suis hyper content d'être là parce qu'effectivement ça fait longtemps que je parle de ces sujets et surtout j'en parle sans démagogie, sans tabou, sans langue de bois et je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de démagogie sur l'IA, donc il faut aller sur les vrais sujets sans en avoir peur. Et tu me disais que, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, tu me disais que tu étais conférencier, que tu étais dans les entreprises plutôt du côté arrière-cuisine de tout ce qui se tramait, et qu'aujourd'hui tu essaies de revenir sur le devant parce que tu étais déjà intégré dans tous ces sujets depuis longtemps. Comment ça se passe? Comment ça se fait que tu sois dedans depuis si longtemps Alors en fait, ce que je te disais, c'est que moi, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux pour une raison simple, c'est que ça fait une dizaine d'années que je donne des conférences en entreprise. D'abord quand j'étais salarié dans la finance et maintenant, depuis 2017, fin 2016, à mon compte, je fais une centaine de conférences par an en entreprise, dans des événements publics un peu partout sur la planète, principalement Europe et États-Unis. Et donc j'étais très occupé ces 10 dernières années parce que j'étais sur scène ou dans les entreprises quasiment tous les jours, parfois 2 ou 3 fois par jour. Et donc j'ai jamais eu le temps de m'occuper des réseaux sociaux. Et donc je me dis, maintenant qu'on parle beaucoup d'IA, mais c'est trop bête. En fait, il faut que je rediffuse tout ce que j'ai dit puisque ChatGPT, ça fait 10 ans que je l'annonce. J'ai même des conférences encore sur YouTube de 2014-2015 où j'annonçais l'assistant intelligent expert. Et puis je peux même raconter la suite qui va venir juste après. Donc je me dis, mais il faut que je diffuse ça sur les réseaux sociaux puisque mes thèses sont en train d'être vérifiées, ce que je disais notamment sur ChatGPT, mais j'en ai une autre depuis mon livre de 2018 qui est La fin du salariat. Tout ça, c'est des conséquences de la tech et notamment de l'IA qui sont en train d'arriver et qui vont tout changer. Ouais, qui paraissait quasiment intangible, imperceptible il y a quelques années, qui aujourd'hui en fait on se la prend la porte dans la gueule en se disant vache, en fait c'est demain. Alors c'est ça paraît évident aujourd'hui, mais ça l'était pas du tout. Il faut se souvenir, moi quand je parlais d'intelligence artificielle, mais notamment du deep learning qui était la vraie révolution autour de 2013-2014, une grande partie des gens me prenaient pour un fou. Moi j'avais plein de gens, que ce soit des informaticiens, des cabinets de conseil, qui disaient non mais Stéphane Mallard il raconte n'importe quoi, il y connaît rien. Alors déjà les gens ne savaient pas que j'ai fait beaucoup de code quand j'étais petit. Moi j'avais des serveurs dans ma chambre, je faisais beaucoup de C, je codais très très jeune, j'étais passionné par ça, même si j'ai une formation d'économiste et que j'ai fait Sciences Po en revenant à Paris après. Mais quand j'annonçais déjà ce qui se passait, quand j'expliquais déjà que des algorithmes pouvaient détecter des cancers sur des images médicales, les gens n'y croyaient pas. J'avais une partie des gens qui adhéraient à mon discours qui disaient mais oui c'est évident, la machine commence à apprendre, elle corrige ses erreurs, c'est sûr qu'elle va être capable de le faire. Et je donnais déjà les premiers résultats et il y avait des gens bluffés, mais une autre partie qui disait mais n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, tous ces gens qui disaient que je racontais n'importe quoi tiennent mot pour mot mon discours. Ils reprennent exactement les mêmes arguments, les mêmes idées. Et aujourd'hui, ils annoncent que tout ce que je raconte sur la fin du salariat et sur les prochaines étapes de l'intelligence artificielle, notamment la conscience artificielle, les émotions artificielles, ils disent que c'est n'importe quoi. Mais moi, je fais le pari que dans quelques mois ou quelques années, ils diront exactement la même chose. En fait, c'est assez cohérent ce qui se passe. C'est la thèse et la preuve de la thèse quelques années plus tard, l'adhésion. Ouais, okay. C'est dans mon livre de 2018, c'est dans mes conférences qui sont sur YouTube et il faut revoir vraiment les articles d'époque ou les tweets très violents où les gens disaient que je racontais n'importe quoi et ces gens-là ont complètement retourné leur veste. Et ils tiennent mot pour mot ce discours aujourd'hui. Ça doit être d'un côté frustrant de se dire j'ai passé tant d'années à me battre pour ça, et de l'autre côté de se dire je suis content d'avoir eu la bonne intuition, la bonne thèse et de voir se valider la prophétie. Ouais. En fait, je suis satisfait parce qu'en fait maintenant c'est mon track record. Je peux dire que ça fait 10 ans que je travaille là-dessus et que mes raisonnements sont pas complètement faux puisque je l'avais annoncé et c'est en train d'arriver. La fin du salariat, on commence à voir les données
Et le tabou, ce sont les meilleurs en fait qui quittent le salariat aujourd'hui, qui commencent à arriver. J'ai plein de patrons qui me disent j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à fidéliser. Je leur dis mais c'est normal, c'est un marché, c'est que le prix est jamais élevé, est jamais assez élevé le salaire. Sauf qu'il peut pas monter le salaire, sinon il est plus rentable. Un salarié, ça doit être rentable. Et donc la conclusion, c'est que les meilleurs quittent le salariat et récupèrent cette valeur ajoutée, cette marge pour eux-mêmes. Ça, c'est en train d'arriver aussi. Je peux ne que te valider ça. J'ai quitté justement mes alternances, j'ai pas pris les offres d'emploi qui m'étaient données pour lancer ma boîte. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent avec moi sont en freelance et me facturent ce qu'elles veulent me facturer. On travaille en partenariat et pas du tout en salariat. Et le gros tabou, c'est qu'en fait, comme je le disais, ce sont les meilleurs, les plus compétents qui refusent le salariat. Ça, c'est très violent comme sujet parce qu'on nous a vendu qu'il fallait faire des prépas, des grandes écoles prestigieuses. Plus elles sont haut dans les classements, mieux c'est. Et puis après, rentrer dans un grand groupe, avoir le CDI. Et puis le titre qui donne presque un titre de noblesse dans la boîte, le statut social. Tout ça, c'est ringard, c'est ridicule. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a plus besoin de faire tout ça puisque avec les technologies, on est facilement sur le marché, on trouve facilement des clients et lorsque vous êtes compétent, on vous rappelle, puis vous faites monter vos prix et ça tourne tout seul. Et surtout, l'autre tabou, c'est qu'il y a un vrai conflit intergénérationnel. C'est que on a tous fait des stages dans les boîtes, notamment les grands groupes. On a vu la vérité. La plupart des gens, ils bossent pas. Ils font semblant de bosser. Ils sont là pour les avantages, pour le CDI, entre guillemets, pour glander. Je n'exagère pas en disant ça. Tout le monde l'a vu. Sauf que les jeunes, notre génération et celle d'en dessous, ils ont vu que s'ils étaient recrutés en CDI, ils avaient des salaires de misère. Mais ils voient que les salariés du dessus, les managers, la génération au-dessus, ils gagnent des fortunes. On parle de gens payés entre 150 000 et 500 000 euros par an pour certains. Sauf qu'ils ne bossent pas beaucoup, qu'ils se contentent d'aller à des réunions, ils s'agitent, ils font beaucoup de bruit, mais leur valeur ajoutée, elle est nulle, notamment sur le digital. Ils n'y comprennent rien en réalité. Et du coup, les jeunes, ils se disent, c'est rationnel, pourquoi j'irais bosser comme junior ou chef de projet ou que sais-je dans ce grand groupe, payer une misère, alors que je peux gagner 1 zéro de plus sur ma rémunération si je fais la même chose en étant indépendant ou en montant une petite boîte, en trouvant mes clients. Et ce qui est dingue, c'est que c'est exactement ce qu'on voit dans les données. Tu as plein d'entreprises qui me disent « Ouais, la nouvelle génération, les aide, ils sont feignants, ils sont paresseux, ils veulent pas bosser. » Je leur dis « Non, c'est un biais statistique. Vous avez les paresseux qui viennent frapper à la porte de l'entreprise parce qu'ils veulent faire comme vous. Ils veulent rien glander, entre guillemets. Les meilleurs, ceux qui veulent bosser, ils se mettent à leur compte. Et croyez-moi, ça cartonne. Quand je vois des petits jeunes de 24 ans avec 1 zéro de plus sur leur rémunération par rapport au même job à s'ils étaient dans le grand groupe, je me dis, mais en fait, avec le salariat, le CDI et tous ces avantages qu'on a construits dans les grosses boîtes, dans les grands groupes, en fait, les jeunes ont compris, c'est rationnel. Ils ne veulent plus jouer ce jeu-là. Ils leur disent, OK, vous voulez jouer au jeu du marché, on va aller sur le marché et on va vous prendre des parts de marché. Ça, c'est le tabou de notre époque parce qu'on a construit toute la société là-dessus. C'est en train de s'effondrer. Mais c'est en train de s'effondrer total. Aujourd'hui, j'ai un pote justement qui a eu une offre d'emploi à la Défense dans un grand groupe. No way. Et il m'a dit la Quelle phrase angoisse. Flemme de donner le profit que je génère pour payer ma manager. Mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, il y a un truc qu'on oublie. Moi, je le vois en conférence, quand je parle à des cadres en entreprise, je suis frappé. Les gens ne comprennent pas l'économie ni le business en France. Parce on a une culture économique très mauvaise. Quand tu demandes aux gens pourquoi ils travaillent, ils disent que c'est pour gagner un salaire ou pour la protection sociale, toutes ces choses-là. Rôle social et puis plus toucher un salaire. Mais économiquement, je suis désolé de le rappeler, mais quand tu es salarié, tu travailles pour les actionnaires, les propriétaires. C'est pour eux que tu bosses. Les gens l'oublient, ça, premièrement. Mais deuxièmement, dans les faits, ça c'est légalement, tu bosses pour les actionnaires, mais dans les faits, un salarié ne travaille jamais pour l'entreprise pour laquelle il bosse. Il travaille pour enrichir son supérieur hiérarchique. Il paye le bonus de son supérieur hiérarchique. Et ça, les jeunes ambitieux, compétents, dynamiques, ils ont compris, ils se tirent des boîtes. Et du coup, le tabou qui reste dans les boîtes, c'est pas les plus compétents. Et les boîtes l'ont compris et du coup, elles vont commencer à dégraisser, je pense, dans les prochaines années. Je vais faire l'avocat du diable. J'ai la comparaison qui arrive. En fait, c'est des boîtes verticales. Je trouve qu'il ne marche plus ce truc de. En fait, tu bosses jamais pour la boîte, tu bosses pour ton manager. C'est tout ça. Le temps. Mais tu ça, lui payes ses vacances. Ça marche plus. On est bien d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle de entre guillemets salariat horizontal, genre avec. Alors, quitte à faire du marketing, il n'y a qu'un mec dans le marketing, du coup, il n'y a pas de manager, tu bosses pour ton propre bonus. Je suis bien d'accord. L'intrapreneuriat, c'est ça le mot Ça, c'est du bullshit total. Alors, tu sais, moi, j'adore parce que l'intrapreneuriat, c'est un truc que j'entends dans les grands groupes, mais ça, c'est une énorme connerie, c'est un énorme bullshit. Intrapreneuriat, l'intrapreneur, comme ils disent, c'est le seul nom qu'ils ont trouvé pour désigner
en gros, entre guillemets, chefs de projet qui font vraiment leur travail. Les gens sont tellement désengagés et ne travaillent tellement plus dans les grands groupes, font semblant de bosser, ils veulent que ça se voit pas, qu'ils ont été obligés d'inventer l'intrapreneur pour donner un nouveau statut social aux gens qui font vraiment leur job. Et on leur dit, si ça marche, tu pourras faire une spin-off, une start-up. Dans les faits, ça marche quasiment jamais. Et surtout, intrapreneuriat, ils disent que c'est de l'entrepreneuriat interne, mais en réalité, tu prends aucun risque, tu es protégé. Donc, c'est pas du tout de l'entrepreneuriat. Quand tu n'es pas confronté à ton marché, que tu prends aucun risque, que les intérêts sont pas alignés, c'est pas de l'entrepreneuriat. Que ça marche ou que ça marche pas, tu as ton CDI avec ton salaire qui tombe tous les mois. Exactement. Et surtout, c'est plus efficace. Mais comme tu disais, les boîtes pourraient fonctionner avec beaucoup moins de niveau hiérarchique, de manière beaucoup plus horizontale, mais ça voudrait dire beaucoup moins de people. Et le tabou, c'est que dans les grands groupes, tu as beaucoup trop de salariés. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont des postes redondants, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des... Alors moi, j'appelle ça des bullshit jobs, mais pour être plus précis, on pourrait dire des passagers clandestins, comme on dit en économie. C'est-à-dire des gens qui... Les planqués. Au sens biologique, c'est des parasites. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent sur le dos de la bête. Tu appelles ça les planqués, mais ça marche très bien aussi. Mais ils ont une valeur ajoutée qui est de zéro, voire négative. Vous avez des gens qui détruisent de la valeur dans les grands groupes. Et le problème, c'est qu'on a tellement protégé le CDI qu'on ne sait pas comment s'en débarrasser. Vous savez, tu sais, je vois des grands groupes qui font des plans de départ tous les ans, où ils font des énormes chèques aux gens qu'ils estiment être en trop dans la boîte. Sauf que là, tu as un vrai signal inverse avec ce sujet. C'est pas les meilleurs qui partent. C'est les jeunes qui se disent « mais moi j'ai un upside ailleurs ». Donc ils prennent le chèque, ils se barrent et ça marche très très bien quand ils sortent de la boîte. Alors contre les gens planqués, tu sais, moi quand j'étais salarié il y a quelques années, j'ai vu des gens qui refusaient des chèques monstrueux. Mais si les gens savaient dans le public le niveau du chèque, ils seraient scandalisés. Ils refusaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient surpayés dans le grand groupe, qu'ils ne retrouveraient jamais de travail en dehors parce qu'ils n'ont pas la productivité, parce qu'un salaire c'est corrélé à la productivité, qu'ils prétendent avoir. Ce tabou-là, avec les nouvelles technologies, il va sauter et à mon avis, ça va secouer très très fort dans les grands groupes. Ouais, ça va mettre de la lumière sur le truc. Est-ce que dans la manière de créer de la valeur, est-ce qu'il y aurait une manière de changer ça ? Parce qu'actuellement, c'est vrai que la pratique que ça incite, c'est que les jeunes quittent, mais non seulement ils quittent, mais ils quittent souvent. Parce que nous, aujourd'hui, si on veut avoir une augmentation de salaire, on est obligé de quitter pour avoir une augmentation de 30% d'une autre boîte. Notre boîte ne sera jamais prête à payer les 10 000 euros qu'on demande de plus sur l'année. Mais par contre, si on part, ils vont devoir payer les 10 000 euros de frais de recherche, les 10 000 euros de frais de formation, les 10 000 euros de recrutement. Ils sont prêts à payer 50 000 euros pour une nouvelle embauche, mais pas à te payer 10 000 de plus pour ton augmentation que tu demandes. Du coup, on est obligé de quitter. Et ça fait un cycle que du coup, on paraît désengagés, nous les jeunes, alors qu'en fait, on est juste obligé de jouer à ce jeu-là pour avoir des augmentations. Ouais, tu as entièrement raison. Alors déjà, ce que tu décris, c'est déjà c'est un jeu dupe qui existe dans les entreprises, surtout dans les très grandes depuis longtemps. C'est que la plupart des gens font semblant de bosser, comme je le disais. C'est un tabou qui est en train de sauter, et c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Et du coup, ceux qui réussissent, c'est pas les plus performants, c'est ceux qui sont les meilleurs en politique interne. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, ceux qui envoient le signal qu'ils sont bons, même s'ils ne le sont pas, justement parce qu'ils sont bons en communication, en politique, c'est des bons acteurs corporate en fait. Quand ils arrivent à faire croire qu'ils sont bons, généralement, ils prennent des postes plus élevés. Souvent, le seul truc qui les intéresse, c'est d'avoir un intitulé de poste plus prestigieux. Comme ça, ils peuvent mettre ça sur leur CV et se faire recruter par une autre boîte en tentant d'impressionner sur le fait qu'ils ont fait des choses incroyables, alors qu'en fait, c'est ce que j'appelle les bullshitters professionnels, les vrais passagers clandestins. Et le jeu de dupe dans le monde corporate, c'est de faire ça tous les 2-3 ans. Tu prends un poste, tu le rends un peu plus prestigieux, tu vends ça à une autre entreprise qui croit que tu as été exceptionnel, qui te redonne plus 20 ou plus 30% d'augmentation, et il y en a qui tournent comme ça. Et moi, j'ai vu ces gens-là. Quand j'ai quitté le salariat, que je commençais à parler d'IA, j'ai été contacté justement par des cadres qui avaient 10-15 ans de plus que moi, qui voulaient me rencontrer pour que je les conseille là-dessus. Et ils m'expliquaient clairement en off que c'était ce qu'ils faisaient. Ils avaient fait semblant de bosser, ils faisaient croire à la boîte suivante qu'ils avaient été bons, et comme ça, ils doraient leur CV, mais c'est vraiment que de l'habillage, c'est vraiment que de la forme. Et ils font ça jusqu'à ce que ça se voit. Et après, c'est le principe de Peter, tu finis sur ton niveau d'incompétence. Sauf qu'eux, ils l'étaient déjà bien avant, mais comme ils étaient bons acteurs, ils montaient. Et ça, aujourd'hui, alors il y a ce phénomène-là dont plus personne n'est dupe en ce moment. Les entreprises commencent à s'en rendre compte, et les actionnaires vont commencer à dire maintenant stop, vous arrêtez avec les bullshitters qui sont bons en communication et en politique interne, on veut des vrais compétents.
Et là, ça va être compliqué parce que les vrais compétents ne veulent plus aller dans les grands groupes. Et puis, il y a ce que tu disais aussi sur le fait que ça coûte beaucoup plus cher de ne pas rémunérer suffisamment quelqu'un, avec tous les coûts que tu as cités, de formation, de licenciement, de restructuration de la boîte, d'onboarding, etc. Tu as des coûts cachés indirects qui sont monstrueux. Mais les jeunes qui rentrent dans ces boîtes et qui jouent pas le jeu, ils ont raison, ils sont pas payés. Mais la solution, c'est pas que les boîtes payent plus, elles le feront jamais. Elles estiment qu'il vaut mieux payer les gens qui sont là depuis longtemps. Tes 10 000 de plus, tu les as quand tu es resté 3, 4, 5 ans et pour te récompenser de ta fidélité, on te les donne. Mais tu n'as aucun intérêt à le faire. Tu peux gagner 1000 fois plus si tu montes une boîte et que tu scales. Et du coup, la première thèse que tu as eue, c'était que l'IA arrive. Aujourd'hui, la deuxième, c'est que le salariat meurt. Est-ce que les deux sont reliés? Oui. Est-ce que la technologie va remplacer? Parce que au-delà de l'usage de la personne qui va dire je change de job, je joue au jeu ou je joue pas au jeu, il y a aussi un gros changement de paradigme entre la quantité de productivité qu'est capable d'avoir un seul individu. Aujourd'hui, elle a été démultipliée en quelques années quand même. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ma première thèse, c'était de dire les nouvelles technologies, sans parler d'IA, nous donnent des gains de productivité monstrueux. Ne serait-ce que quand tu utilises Excel, déjà, tu gagnes un temps fou par rapport à si tu faisais tout à la main. Ça, c'est la révolution, c'est la suite de la révolution industrielle, c'est l'informatique des 30 dernières années. Il y avait Solow, l'économiste, qui disait, on appelait ça le paradoxe de Solow dans les années 87-90, je crois, où il disait on voit des ordinateurs partout, mais pas dans les statistiques de la productivité, parce qu'en fait, on l'a vu beaucoup plus tard après, que ça augmentait les gains de productivité, etc. Ça, c'était l'informatique d'hier. Ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de passer à un autre level. Là, c'est pas du tout les gains de productivité qu'on avait les 30 dernières années, ça peut être 1000 fois plus, 10 000 fois plus, 1 million de fois plus. C'est plus 100 personnes que tu remplaces avec un algorithme d'IA, c'est peut-être des dizaines de milliers dans un grand groupe, au niveau mondial. Ça change tout. Et la question que ça pose, c'est est-ce que ces gains de productivité vont être uniquement faits par des machines, par le capital, comme on dit en économie, des algorithmes, ou est-ce qu'il y aura encore une partie faite par l'humain? Est-ce que l'humain servira encore à quelque chose en termes de valeur ajoutée dans le travail? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que non, puisqu'on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail qui est son intelligence. Tu sais, c'est rationnel. Une fois que tu as modélisé dans des algorithmes la capacité d'une machine à être intelligente, comme le fait un cerveau humain, de manière flexible, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, qui peut faire toutes les petites tâches d'intelligence et les relier entre elles de manière complexe, à ce moment-là, l'humain ne travaille plus, tout simplement. Puis pour les tâches physiques, tu mets ça dans des robots. On n'y est pas encore. Mais face à la trend exponentielle qu'on a en ce moment là-dessus, moi je fais partie de ceux qui disent non, là on est en train de transférer la valeur ajoutée du travail, donc des humains, vers le capital, et l'humain ne pourra jamais récupérer toute cette valeur ajoutée, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qu'on veut depuis la nuit des temps, transférer tout ça aux machines et les faire bosser à notre place. Ce sera en quelque sorte nos esclaves, avant qu'elles soient conscientes, elles vont travailler et faire la productivité, faire la valeur ajoutée pour nous. Je suis choqué, assez surpris et choqué, quand j'entends la faible argumentation des gens qui ne pensent pas ça. Quand je discute avec des cadres de grands groupes, quand je dis ça, ils disent c'est n'importe quoi, il restera toujours l'humain. Ok, mais c'est quoi vos arguments? Quand je vous dis l'intelligence commence à être modélisée, ils disent ouais, mais il restera la créativité. Mais je leur dis la créativité, c'est un algorithme. Ouais, mais les machines n'ont pas d'émotion. Mais les émotions, c'est des algorithmes aussi. Ça vous fait agir une émotion. Les machines auront des émotions artificielles, évidemment. Ça n'aura rien à voir avec les émotions du vivant. Si on parle de la définition qu'un algorithme d'émotion te fait agir, ce sera des boucles algorithmiques, l'équivalent d'émotion. Ce sera pas biologique, mais ce sera... Ça sera dans du silicium, évidemment, c'est du software. Mais mon point, c'est de dire que nous sommes en quelque sorte du code. C'est la seule chose... c'est ce qui est similaire entre les machines et les humains, c'est qu'on est du code différent, et que là, on commence à faire des machines qui commencent à apprendre, donc à aller vers de la pensée, du raisonnement de plus en plus complexe. Encore une fois, on n'y est pas encore, mais c'est la trend. Il y a encore plein de challenges évidemment à résoudre, mais on y arrivera. Puis il y a plein de gens, quand je dis ça en entreprise, et même sur les réseaux sociaux, qui me disent « Ouais, mais on ne comprend pas le cerveau humain, c'est trop complexe, on n'arrivera jamais à modéliser, etc. On comprend un dixième, un millième du cerveau humain, etc. » Je leur dis « Mais ce n'est pas du tout l'argument, on s'en fout de comprendre le cerveau humain. C'est intéressant pour la science, mais ce n'est pas le but avec l'intelligence artificielle. Le but, c'est de faire par une machine des trucs intelligents. On s'en fout que ça marche de la même manière. Le but, c'est qu'elle diagnostique le cancer mieux qu'un humain statistiquement. Si elle le fait différemment et qu'on appelle ça intelligence artificielle ou machine learning ou algorithme, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Ouais, on travaille sur le why, mais on ne travaille pas sur le how. Quoi. Exactement. On rappelle tout le temps cet argument lorsqu'on parle d'algorithme. On dit
Regardez le vol naturel des oiseaux par rapport au vol artificiel des avions. Vous voyez bien qu'ils volent différemment, mais le but, c'est d'aller dans les airs, de voler. Le but, c'est de voler. C'est Pas le de coxer les résultat oiseaux. qui compte, exactement. C'est pareil, le cerveau humain, peut-être que notre intelligence ne suffira pas à le comprendre. On n'est peut-être pas assez intelligent pour ça. Il y a peut-être trop de complexité, trop de données, etc. Peut-être que les machines le feront. C'est très intéressant scientifiquement, mais c'est pas le but. Si vous avez un algo qui écrit mieux que nous, qui comprend mieux que nous, qui suggère mieux que nous, qui fait ton marketing mieux qu'un humain qui fait du marketing et qui est pro, fine, c'est exactement ce qu'on veut. Mon point, c'est de dire, on n'est pas si intelligent que ça, les humains. On n'a pas arrêté de parler des biais chez les humains ces dernières années, c'est vrai, mais il n'y a pas que les biais. On a des erreurs de raisonnement, on est fatigué, on est émotionnel. Il y a un truc très connu, le libre arbitre n'existe pas. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on est déterminé sur plein de variables autour de nous qui nous font agir, mais on ne décide pas grand-chose. Il y a pas mal de papiers qui sont sortis là-dessus, mais en justice, par exemple, les magistrats, on sait qu'ils sont beaucoup plus sévères le midi avant d'avoir mangé que lorsqu'ils ont déjeuné en début d'après-midi. C'est monstrueux. Quand on va découvrir ça et que ce sera connu du grand public, les gens vont exiger des réformes de la justice. On va exiger que ce soit contrôlé par des algorithmes qui rééquilibrent tout ça. Les humains sont beaucoup moins intelligents qu'on le croit. Les machines sont en train de nous le montrer, les algorithmes aussi. Et je crois que c'est le plus dur à accepter. C'est encore une blessure narcissique, après celle qu'on a connue ces derniers siècles. Mais c'est ce qu'on veut depuis la nuit des temps, transférer l'intelligence aux machines pour régler des problèmes. Et justement, j'avais quelqu'un juste avant toi qui s'appelle Isance, qui travaille sur l'IA dans le conflit armé, Ouais. et qui dit que on parlait du dilemme du train, où est-ce que tu écrases une grand-mère ou un bébé, tu vois. Et elle disait qu'en fait, il faut l'écrire. Tout le monde le sait qu'on va préférer écraser un chien qu'un humain. Mais il faut l'écrire et l'assumer et révéler à tout le monde au grand jour qu'il y a tel et tel biais qu'on sait tous dans notre fort intérieur mais qu'on n'assume pas. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Pour rappeler aux gens qui écoutent, en fait, on appelle ça le dilemme du tramway. C'est un dilemme en philosophie qui existe depuis la nuit des temps, dans lequel c'est la question du dilemme moral. Quand vous ne pouvez pas empêcher un accident de tramway entre écraser une personne âgée ou un enfant, ou n'importe quel autre choix, hein, quel accident vous choisissez lorsque vous êtes obligé d'en choisir un? En voiture, pareil. Est-ce que vous renversez un groupe de personnes ou une personne seule? Alors la plupart des gens pourraient dire, on pourrait dire la personne seule pour sauver le groupe. Mais imaginez que cette personne seule, je sais pas, ce soit un grand chercheur qui travaille sur un vaccin qui peut sauver des millions de vies. Est-ce que sa vie a plus de valeur que la vie de 3 ou 4 personnes en face? Donc finalement, c'est un dilemme moral qui est quasiment insoluble. Et donc je crois, et je pense d'ailleurs que les comités d'éthique qui bossent là-dessus, pensent que la meilleure solution, comme tu dis, c'est d'avoir de le savoir et de l'assumer, mais surtout d'introduire de l'aléatoire, de jeter un dé au moment de choisir un accident, de transférer ça au hasard. Et que Mais ça fasse une moyenne sur la généralité des lancers au hasard après. laissez faire le hasard, puisque je pense que l'humain n'a pas à décider là-dedans. On ne doit pas choisir si une vie a plus d'importance qu'une autre. Mais surtout, là où je pense que c'est pas du tout un sujet important, parce qu'on n'arrête pas de parler de ce dilemme ces dernières années, mais on s'en fout en réalité. Parce que demain, on montera tous dans des voitures sans chauffeur en ayant signé un papier qui dit qu'on peut se retrouver dans une situation où la machine devra tirer au hasard dans quel accident choisir, Est-ce qu'elle tue le passager ou est-ce qu'elle tue ou le groupe. le piéton? Mais c'est pas grave, parce qu'on acceptera de monter dans ces voitures ou dans un avion demain sans pilote, parce que la probabilité d'accident sera tellement faible, la probabilité de se retrouver dans un cas où on devra choisir entre un accident plutôt qu'un autre sera tellement faible que statistiquement on acceptera de monter dedans en sachant qu'on peut se retrouver dans ce cas-là, parce que ce sera 1000 fois plus sécurisé, des millions de fois plus que ce sécurisé qu'on avait avant. qu'une conduite humaine. C'est ça l'idée. En fait, t'acceptes de monter dans un avion avec des pilotes humains parce que statistiquement, tu sais qu'ils pilotent mieux que des non-pilotes. Tu as une probabilité de crash inférieure avec des pilotes professionnels qu'avec des humains lambda. Et ben demain, ce sera la même chose avec des machines. Tu sauras qu'il y a une probabilité de crash ou d'accident et qu'elle devra choisir entre l'un ou l'autre, sûrement de manière aléatoire. Mais ce sera tellement plus sécurisé, ce sera tellement peu probable de se retrouver dans cette situation que tu accepteras de monter dedans. Donc tu es en train de dire qu'en fait, il y a une espèce de point de bascule à partir duquel il n'y C'est aura un plus de débat. non-sujet. En fait, c'est ça. L'idée, c'est de dire que c'est un non-sujet. C'est comme quand tu marches. Quand tu es un bébé et que tu apprends à marcher, tu commences à te faire confiance
Et sans savoir pourquoi, tu mets un pied devant l'autre et ça tient, et tu sais que ta probabilité de tomber est très faible. Tu ne sais pas comment tu marches. C'est ton cerveau qui fait tous ces calculs inconscients. Mais tu te fais confiance et tu sais que statistiquement, ta proba de tomber, vu que tu as appris par essai et erreur, elle est très faible. Donc tu te fais confiance et tu marches. Ça sera la même chose pour ces machines. On saura qu'il y a une proba de crash très faible, mais on acceptera de monter dedans parce que statistiquement, on sait qu'on sera protégé par rapport à si on laissait faire un humain. Et du coup, actuellement, c'est dans le monde professionnel. Est-ce que dans le monde personnel, il y a aussi des usages comme ça qui pourraient arriver, qui pourraient être remplacés? Alors, peut-être des interactions sociales, peut-être Tout. tout. Alors moi, ma thèse depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y aura de l'intelligence artificielle partout. C'est une technologie générale, donc c'est comme l'électricité, c'est comme l'informatique. Il y a des ordinateurs, des smartphones partout aujourd'hui. C'est comme Internet, tout est connecté. Et ben, l'étape d'après, c'est de rajouter des couches d'intelligence dans toutes les machines. Les machines vont être de plus en plus autonomes pour faire des actions, puisqu'elles apprennent par essai et erreur qu'elles peuvent générer leur propre code. Alors aujourd'hui, elles apprennent à détecter des cancers ou diagnostiquer des maladies ou conduire des voitures. Mais demain, elles feront progressivement tout. Tous nos choix, on utilise notre intelligence. Donc pourquoi pas transférer ça à un algo qui fera ça mieux? Ce que j'explique depuis 10 ans dans mes conférences et qui arrive en ce moment, là aussi les gens me prenaient pour un fou, mais c'est juste la suite logique de ce que les géants du numérique développent. C'est des assistants intelligents qui remplacent nos smartphones, exactement comme HAL dans l'Odyssée de l'espace ou comme Heur, l'intelligence artificielle dans Heur avec laquelle il tombe amoureux, etc. Parce qu'au passage, il n'y a pas besoin d'avoir un humain pour tomber amoureux, il suffit juste que l'interaction ait l'air humaine, ça marche très très bien. Et on aura des assistants intelligents qui vont progressivement tout faire mieux que nous. Alors d'abord sur des trucs où on n'est pas bon, ce que je disais sur la médecine, c'est le meilleur cas, diagnostiquer des cancers, diagnostiquer des maladies, suggérer des traitements. Elles vont être meilleures que les humains pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant, il n'y a pas de sujet. Mais progressivement sur toute forme d'expertise. Dans tous les métiers, on a une expertise, que ce soit un médecin, un expert comptable, un notaire, un avocat. On a une base de connaissances d'experts et ensuite on trie dedans et puis on suggère des arguments. Mais tout ça, c'est des algorithmes en réalité que les IA vont faire mieux que nous. Et donc, on va transférer toutes les expertises aux machines. Donc, progressivement, ces assistants intelligents vont nous suggérer de l'expertise. Plus besoin d'aller sur Google ou de demander à un expert, les assistants sont meilleurs. Ensuite, ils feront des petites tâches pour nous. Peut-être réserver les billets d'avion, les vacances, les hôtels, recommander les courses, ce que tu veux. Et puis progressivement sur des décisions de vie de plus en plus intimes et stratégiques. Quel métier choisir, quel partenaire choisir, est-ce que c'est pour une nuit ou pour 10 ans ou pour toute la vie peut-être, là, on va sur des sujets tabous, mais qu'elles seront capables d'anticiper les crimes, comme dans Minority Report. Moi, je pense que c'est très probable, avec la data qu'on a déjà aujourd'hui. Tout ça, il y a plein de gens qui vont être outrés de découvrir ça, mais comme je le disais, c'est l'une de mes thèses depuis des années, les humains sont en quelque sorte des algorithmes. Il suffit d'observer des enfants pour les voir apprendre, pour comprendre qu'ils calibrent leurs algorithmes en apprenant. Que ce soit à tenir debout, comme je le disais, ou à reconnaître des objets, ou les lois de la physique lorsqu'ils voient que les objets tombent. Tout ça, c'est de l'apprentissage. On oublie lorsqu'on est adulte qu'on a appris tout ça, mais on se câble pour apprendre à faire des trucs, et on améliore, on nuance, on complexifie tout ça, mais les machines vont faire ça mieux que nous. Et donc, elles prendront des décisions pour nous, d'abord en nous les suggérant, des décisions très intimes, très stratégiques pour nous. Et progressivement, on leur fera confiance et on leur donnera un mandat pour décider à notre place et nous libérer du temps pour faire ce qu'on veut. Géniale transition. C'est quoi ce qu'on veut si tout est remplacé? Alors, Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on en revient à des questions. Alors moi, c'est ma conviction depuis longtemps, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle c'est pas un sujet business, c'est pas un sujet technologique, contrairement à ce qu'on croit, c'est des sujets philosophiques et métaphysiques. Si on libère l'être humain de ses tâches les plus ingrates, rébarbatives, là où il est nul, l'expertise par exemple, et que ça nous libère énormément de temps, ce qu'on veut depuis la nuit des temps, comment on occupe notre temps? Et alors là, il y a tous les philosophes depuis qu'on a des traces écrites qui ont répondu à ces questions. Tu peux lire Camus qui te dit que la vie et le réel sont absurdes et que le seul but c'est de faire des choses et d'y trouver du bonheur. C'est Sisyphe qui pousse sa pierre et qui trouve du bonheur à pousser la pierre même si elle retombe et qu'il doit la repousser. C'est les bouddhistes qui disent exactement la même chose. Les bouddhistes te disent que le bonheur c'est d'être concentré sur quelque chose. Même si tu grattes une pierre, si tu es concentré dessus et que tu penses pas au malheur, tu penses pas à ressasser les trucs malheureux, etc., finalement tu es heureux. Mais tout ça, ça a été traité en philosophie. Il y a des textes magnifiques des philosophes sur tous ces sujets. Il y a les neurosciences qui commencent à nous dire aussi que, comme les bouddhistes, lorsqu'on est concentré sur quelque chose, c'est là qu'on maximise notre plaisir et donc éventuellement notre bonheur.
si ça existe. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le concept de bonheur n'existe pas. Pareil. Ça n'a aucune raison d'exister d'un point de vue biologique, hein, le bonheur. Sinon, une fois qu'on est heureux, on n'a plus besoin de rien faire et donc on disparaît puisque on n'a plus besoin de faire d'efforts. Mais tout ça, ça a été traité. Mais les sujets, c'est ça, c'est le sens, c'est philosophique, c'est est-ce que le réel existe, c'est comment est-ce qu'on trouve notre équilibre. Mais ça veut dire qu'on est une civilisation mature, en fait, si on en est à se poser ces questions-là. Ouais, on s'est affranchi de la survie, on s'est affranchi de l'expansion, on s'est affranchi de la découverte, du technique, machin, du travail. Ensuite, on est tout en haut de la pyramide de Maslow. Et là, on arrive vraiment tout en haut à juste qui suis-je. Alors attention, Enfin, j'oublie pas on y va. que c'est pas le cas de toute la population. On a encore des gros écarts de richesse et des gens qui ne sont pas encore sur ces niveaux de la pyramide de Maslow, mais je pense que la technologie va nous permettre de régler tout ça. Il y a un argument qui est monstrueux contre ça, et très honnêtement, c'est la faille de mon argumentation et qui me pose de gros problèmes parce que je pense que c'est un argument important. C'est tout ce que dit Jean Covici sur l'environnement, les ressources. Si on a une destruction du climat, de l'environnement qui s'accélère à une vitesse exponentielle, que de l'autre côté, la technologie se développe aussi à une vitesse exponentielle, mais que la courbe n'est pas aussi rapide que la destruction du climat, alors on court à notre perte. Je pense que Jean Covici a raison là-dessus. Et tant que les deux courbes ne se croisent pas, cet argument-là est le seul point monstrueux, très important, contre tout ce que je viens de dire. Ouais, c'est tout ce dont on parle, ça sous-entend qu'on ait encore de la ressource sous le pied pour appuyer sur l'accélérateur. S'il n'y a plus de ressources... je pense que Jean Covici a raison là-dessus. Hein, si on n'accélère pas de manière plus rapide que la destruction de l'environnement et des ressources au sens large, je pense qu'on court à notre perte. Tout ce que je viens de dire est caduc. Ok. Donc... Si je comprends bien, une fois qu'on a réussi à s'affranchir de tout ça dans l'univers où on a encore la ressource sous le pied pour accélérer, on arrive à un stade où l'humain fait ce qu'il veut. Donc, ce qu'il veut, c'est-à-dire que tout un chacun pourra prendre ses passions, son univers. C'est terrifiant. Hein. Et de se dire que il n'y a plus besoin, entre guillemets, plus besoin d'argent, plus besoin d'économie. Est-ce que tout est géré ? Alors, là, tu vas très loin et on peut extrapoler le raisonnement. Ça devient de la science-fiction, mais effectivement, c'est intéressant. C'est que si on arrive à avoir un développement exponentiel des technologies plus rapide, notamment de l'intelligence artificielle générale, plus rapide que la destruction de l'environnement, peut-être que ça nous aidera à régler les questions de climat. J'en suis pas sûr. Hein, et honnêtement, il y a de très bons arguments pour penser que ce ne sera pas le cas et qu'on court à notre perte. Si c'est le cas, on peut imaginer, oui, que l'intelligence artificielle réglera tous les problèmes, notamment climatiques, mais pas que. Business, innovation, la machine innove, donc l'humain n'a plus besoin. Que tout ça, ça progresse à une vitesse exponentielle. Que ça nous explique comment répartir les ressources sur la planète, régler tous les problèmes, des maladies, au vieillissement, à l'immortalité, enfin, tout ce qu'on a dans la science-fiction, théoriquement. Et qu'ensuite, ça se développe toujours à une vitesse exponentielle, donc ça nous amène vers une société d'abondance, où le concept de rareté ne veut plus rien dire d'un point de vue économique, donc peut-être le capitalisme aussi. Et c'est un libéral qui vous dit ça, mais peut-être que Marx a raison là-dessus. Si le capitalisme pourrait s'autodétruire, mais à ce moment-là, avec une technologie qui nous amènerait de l'abondance. Et à ce moment-là, oui, les humains, la seule question qui se pose, c'est comment occuper leur temps, comment donner du sens, et qu'est-ce que la vie, en fait. Parce que si tu as... Encore une fois, c'est très théorique, tout ce qu'on se dit là. On est vraiment dans la science-fiction sur une fois qu'on a réglé tous ces problèmes. Mais si tu peux avoir ce que tu veux, tu n'as plus de contraintes de ressources, tu as réglé tous les problèmes d'environnement, tu as un accès limité à vraiment chaque partie infime de ta volonté sur tous les sujets, du choix de tes partenaires, occuper tes moments de vie, mais finalement, qu'est-ce que vivre ? À quoi ça sert de vivre ? Tu n'as plus besoin de corps non plus. Si tu peux te brancher à une machine, c'est la machine à bonheur de Robert Nozick en philosophie, si tu peux te brancher à une machine qui allume tes neurones et te procure du bonheur uniquement dans ton esprit, mieux que le réel, autant vivre là-dedans. Du coup, ça nous amène à la question de finalement, est-ce que le réel existe déjà ? Théorie de la simulation. Est-ce qu'on n'est pas déjà encapsulé dans un monde, comme le pense Elon Musk, dans un jeu vidéo créé par une machine ou que sais-je. On peut extrapoler autant qu'on veut. C'est marrant de voir que l'IA, en fait, apporte tout de suite en quelques cycles d'argumentaire, une fois qu'on s'est affranchi des derniers niveaux qui nous restent, on arrive tout de suite en fait à mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça, c'est pour ça que moi du métaphysique en fait. C'est de la philosophie et de la métaphysique. C'est qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que nous sommes ? Toutes les questions de la philosophie en fait.
Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Si je t'enlève une cellule de peau, t'es toujours toi. Si je t'enlève un neurone, t'es toujours toi. Mais si je t'enlève une partie de ton cerveau, donc un paquet de neurones, est-ce que t'es toujours toi? Si t'as oublié une partie de ton histoire, est-ce que t'es toujours toi? Si demain on peut changer tes souvenirs, est-ce que t'es toujours toi? Si on te change une partie de tes gènes et ça change la couleur de tes yeux, tes cheveux, ta taille, tout ce que tu veux, est-ce que t'es toujours toi? Qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est toutes ces questions-là qu'on voit que les technologies vous faire nous poser. Mais tout ça, ça a été écrit dans la science-fiction depuis toujours. Même les philosophes, même depuis la Grèce antique, ont écrit là-dessus des trucs fascinants. Mais c'est les questions que ça pose. Moi, je suis bluffé de voir qu'aujourd'hui, les gens sont bloqués sur le business, l'entreprise, etc. L'IA, en fait, aujourd'hui, ça devient une banalité. Ah oui, c'est un essentiel. Mais oui, mais c'est surpuissant, mais ça devient banal tellement la puissance augmente tous les jours. Les entreprises sont obsédées à se dire on va faire des gains de productivité avec l'IA. Mais vous croyez que vos concurrents ne vont pas faire la même chose? Si vous rédigez des textes parfaits pour présenter vos produits, par exemple avec ChatGPT aujourd'hui, pensez que vos concurrents ne vont pas faire la même chose? Tout le monde va se retrouver au même niveau de maturité. Comment vous vous différenciez? Moi, je pense que tu vois, par exemple, le texte en ce moment avec ChatGPT, c'est un concept qui devient totalement obsolète. Si tout le monde a un niveau exceptionnel pour écrire du texte, que ce soit des entreprises pour présenter des produits ou des youtubeurs pour faire les scripts de leurs vidéos ou des humoristes qui ont des blagues 1000 fois plus puissantes générées par de l'IA, etc. Mais en fait, l'hyper-qualité devient la norme partout. Et du coup, ça nous surprend même plus. Du coup, il va falloir encore autre chose pour se différencier. Du coup, ce sera peut-être plus le texte. Peut-être que les gens n'utiliseront plus de texte, puisque dès que tu liras un argumentaire marketing ou autre, il sera ultra convaincant. Donc les gens vont se méfier. Et donc, il va falloir déplacer la valeur en permanence sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Mais les entreprises ne se rendent pas compte. C'est obligatoire d'utiliser de l'IA, mais comme les concurrents vont l'utiliser, mais aussi les clients vont s'en protéger, il va falloir trouver d'autres moyens pour se différencier en matière de business. C'est une accélération, c'est une accélération sans fin, une fuite en avant monstrueuse, l'IA. Mais du coup, déplacer la valeur, je trouve ça super intéressant, parce qu'en fait, ça montre que aujourd'hui, nos critères de décision ou les critères de décision business, etc., sont basés sur peut-être les compétences, est-ce qu'il est arrivé à l'heure, est-ce qu'il a fait des fautes, ce genre de choses. Mais en fait, ça, ce sera tellement déjà réglé, tellement la base est intégrée, que ça va le déplacer. Mais aujourd'hui, ma mère, elle me dit toujours, tu peux gagner ou perdre un client sur une poignée de main. Est-ce que tu l'as regardé dans les yeux? Quelque chose comme ça. Ça va devenir du quasiment intangible, du sensationnel, de l'émotionnel. En fait, ça va devenir de moins en moins basé sur des faits factuels, mais plutôt sur des émotions, parce que le réel est géré par l'IA. Alors, je dirais pas le réel, je dirais la complexité, avec l'expertise et toutes ces choses-là. Mais ce que tu dis, c'est très vrai, en fait, c'est que ce qui fait qu'un humain est bon dans le business, que ce soit au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XXe siècle ou au XXIIIe siècle, ce sera les qualités humaines intemporelles qui ont traversé les siècles. Moi, je suis persuadé que celui qui gérait bien son commerce au Moyen-Âge, c'était l'humain qui avait des qualités humaines intemporelles, charismatiques, convaincants, peut-être drôle, peut-être avec une grande empathie, à l'écoute de ses clients. Ça traverse les siècles, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ceux qui ont ces qualités-là, ils s'en sortiront toujours très bien dans le business. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, à notre époque, celui qui n'est pas bon sur un critère humain peut faire appel à un entrepreneur, un indépendant ou une petite boîte pour lui apporter ce qui lui manque et lui apporter du business. Et qui contractualise uniquement sur la partie où il est bon et il laisse gérer la partie où il est moins bon à d'autres. Parce que j'ai plein de gens qui me disent ouais, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur aujourd'hui. Il y a des gens qui n'aiment pas vendre, qui ne savent pas vendre, qui n'ont pas ces qualités humaines. C'est simple, il y a un business. Tu te concentres sur ta valeur ajoutée, tu contractualises avec quelqu'un qui t'apporte tes clients, qui est bon en relationnel, tout ce que j'évoquais avant, et tu lui verses une partie. Tu recrées une chaîne de valeur en dehors de l'entreprise. Mais les trucs d'humain, pour moi, c'est fondamental. Ça traverse les siècles. Ah, c'est trop intéressant de voir. Oui, c'est vrai que ces valeurs-là, je suis sûr que le poissonnier Moyen-Âge, il vendrait aussi bien parce il est entrepreneur aujourd'hui. Il était dans les codes. Et c'est l'adaptation au code. L'adaptation des valeurs et des compétences intrinsèques au code de la génération dans laquelle tu es. C'est que tout ça, ce sont des signaux. On appelle ça des signaux en termes de théorie du signal, qui envoient ce que tu vaux aux autres. Et quelqu'un qui est charismatique, on a envie de lui faire confiance. Quelqu'un qui a de l'humour, c'est pareil, il nous inspire confiance. Quelqu'un qui résonne en matière d'empathie, on a envie de lui faire confiance. Et donc, les transactions, les relations se font. Mais c'est valable pour tout, qu'on parle de l'amitié, de l'amour ou du business. Tu fluidifies les transactions avec des qualités humaines. La différence, c'est que dans le monde dans lequel on va rentrer, tu ne seras pas uniquement évalué par un humain sur tes qualités humaines, mais par des algorithmes qui vont dire à un humain, à leur propriétaire, lui est digne de confiance. Tu l'as peut-être pas vu, mais il est digne de confiance. Lui, attention, blacklisté tout de suite.
Ça va tout changer. Dans Mais mon métier, c'est- ça va tout changer en tout cas. C'est génial. Ça me fait penser à, je sais pas si c'est une anecdote vraie, mais on l'entend très souvent un grand patron invite un autre au golf et la femme voit que l'autre grand patron pousse la balle et triche un peu. Ouais. Et à la fin de la journée, lui dit ne fais jamais de business avec ce mec, il triche. Et il se trouvera que le patron n'a pas fait confiance à sa femme et qui s'est fait avoir de millions de dollars plus tard. C'est ça, mais il y en a plein d'anecdotes comme ça. Il y a aussi l'anecdote de la secrétaire du grand patron qui rapporte à son patron que le type qu'elle a vu s'est mal comporté avec des subalternes. On dit souvent, pour vérifier le niveau de confiance qu'il pouvait avoir à quelqu'un, regardez comment il traite les gens socialement en dessous de lui. Comment il traite les serveurs au restaurant, Est-ce comment qu'il il traite engueule le serveur ? le personnel de ménage, etc. Quelqu'un de confiance traite tout le monde de la même manière. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu dans le business. J'ai vu des types que j'appelle vraiment des parasites qui font vraiment les lèche-culs avec les gens qui jugent socialement au-dessus d'eux, les grands entrepreneurs, les gens riches, etc. Et ils se comportent très mal avec ceux qu'ils estiment être leurs subalternes. Ces gens-là, ça, c'est le pire signal. Quand tu vois ça, mais il faut tout de suite couper la relation. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans le business. Merci beaucoup Stéphane, c'était super intéressant. Est-ce que tu veux peut-être me partager une actu, là où on peut te retrouver, et puis moi je mettrai tous les liens que tu veux dans la description pour que les gens puissent aller voir ton contenu. Merci de m'avoir invité. Alors, depuis quelques mois maintenant, je publie beaucoup sur Instagram, sur TikTok. Je suis sur Twitter depuis quelques années. Mon site, stéphanemallard.com, pour tous ceux qui veulent m'inviter, donner des conférences, parce que c'est mon métier. Hein. Je fais des shows sous forme de conférences où je reviens sur tous ces sujets. Juste un truc à rappeler à tout le monde que je dis souvent, surtout pour les jeunes générations, ne soyez jamais salariés. Vous êtes meilleurs que tous ceux que vous pouvez voir dans ces boîtes. Vous avez tous les outils professionnels à très haute valeur ajoutée. Vous pouvez créer de la valeur bien mieux que si vous étiez dans ces boîtes. Mettez-vous à votre compte, prenez des risques. Parce que paradoxalement aujourd'hui, il y a beaucoup moins de risques à être entrepreneur, solopreneur comme on dit aujourd'hui, que d'être salarié en CDI dans un grand groupe. Ne jouez pas le jeu de ce monde-là parce qu'eux ne joueront jamais le jeu avec vous. C'est super, merci beaucoup Stéphane, ça m'a fait Merci à trop toi. plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Je mettrai tout ce qu'il faut pour retrouver Stéphane dans la description et nous on reste en contact pour plus tard.